commence, comme à l'accoutumée, par les questions s'il y en a dans le public présent. Alors, je vous rappelle que c'est jusqu'à 21h. Hein, donc, voilà. Alors, monsieur Guillot, on va commencer par le fond là-bas. Allez-y. J'ai entendu parler depuis un moment de la démolition des écuries du château de Morsan. Je voudrais avoir un petit peu plus d'informations sur la démolition proprement dite, et puis un peu plus d'informations sur les écuries. Bien. Alors, ça revient de temps en temps. C'est un bâti à l'emplacement où sont construits aujourd'hui les logements du 22-24 rue de Savigny. Logements dont je vous rappelle, l'objectif est d'avoir de petits logements pour pouvoir loger des jeunes, et à côté de la station de tramway. Donc il est parti une rumeur infondée sur les écuries du château. Alors pour ceux qui connaissent et qui s'intéressent à l'histoire morsantoise, s'ils reprennent les cartes au fur et à mesure, à partir de la construction du château jusqu'à maintenant, ils peuvent se rendre compte que l'enceinte du château telle qu'elle est aujourd'hui est l'enceinte historique. Ce bâti a été, donc, n'a jamais été les écuries du château, les écuries du château étant dans les communs du château. Vous n'avez pas besoin d'aller faire 200 mètres pour remettre des écuries un peu plus loin, sur des terrains qui n'appartenaient pas aux propriétaires de l'époque. Mais de toute façon, ce que je vous dis est tout à fait confirmé, puisque l'Institut national de recherche d'archéologie préventive a étudié ce bâti, le terrain, donc la construction, les anciennes serres qui étaient dessus, la faune, a étudié le système hydraulique, puisque c'était un maraîcher ça a été construit pour une activité maraîchère. Et leur conclusion est la suivante. Ce bâti date de la fin du 19e siècle. Ce sont des fausses pierres. Ce qui nous semblait être de loin des briques, c'est de l'enduit peint. Et tous les mots des natures et divers ornements sont en plâtre. Donc tous ceux qui parlent des écuries du château, qui continuent à parler d'écuries du château, sont des menteurs. Voilà. Et imaginez-vous bien que si l'Institut national, INRAP, on va l'appeler comme ça, d'archéologie préventive, avait découvert quoi que ce soit, nous n'aurions pas eu d'autorisation de démolition. Voilà. Donc que ça soit dit une bonne fois pour toutes, que tout le monde l'entende et puisse le répéter, c'est une aberration, c'est un mensonge que de dire que ce bâti était des écuries du château. Vous pouvez je vous invite à lire les livres qu'a sorti la Société historique de Morsan, qui retracent tout ça tout à fait correctement. Voilà. Alors, il y avait une autre question à côté. Monsieur. Oui. Non, Madame, non, comme non. c'est moi la menteuse. Non. Alors, excusez-moi, vous avez toujours pas compris que la première demi-heure était consacrée et vous avez toujours aux questions pas compris du que vous devez public. répondre aux Alors, questions du public, madame. donc, c'est dommage. Et non. vous choisissez Alors, le public et votre monsieur, c'est bien. monsieur, merci. C'est ça qui est très 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 démocratique. Allez-y. Meunier. C'est en ce qui concerne l'arrêté municipal sur les produits phytosanitaires, tout ce qui est pesticides, tout ça. Je voudrais en savoir un petit peu plus également sur la réponse du préfet concernant cet arrêté. Il a donc rejeté cet arrêté, je voudrais savoir pourquoi. Et également, il semblerait que
notre aglo, souhaite également se mettre dans le dispositif du zéro pesticide. Voilà, je voulais savoir ce qu'il en était exactement. Je vous remercie. Marion, c'est toi qui as présenté oui. Et puis je répondrai après. Alors effectivement, le conseil d'agglo qui s'est tenu il y a quelques jours, nous avons présenté un vœu qui a été adopté à l'unanimité. Et ce vœu, il demandait à l'État de prendre des dispositions parce qu'il existe des manques, un vide au niveau de l'État. On connaît la loi Labbé qui s'applique aux collectivités territoriales, qui interdit donc l'utilisation de ces pesticides à base de glyphosate sur toutes les parties publiques de la ville. Et cette loi Labbé s'applique également aux particuliers, à nous tous, pour interdire et la vente et l'utilisation de ces produits. Malgré tout, il existe beaucoup de zones encore, y compris à Morsan, qui ne sont pas sujets à cette interdiction. C'est par exemple tous les habitats collectifs, tous les espaces verts des habitats collectifs. C'est aussi toutes les zones, alors on en a un peu moins à Morsan, mais les zones commerciales, alors sur le territoire de l'agglo, on connaît la Croix-Blanche, et puis surtout toutes les zones qui sont la propriété de la SNCF. Donc on est concerné parce qu'on a la ligne C qui traverse le territoire de l'agglomération. Toutes ces zones-là, et bien sûr toutes les zones agricoles, sur lesquelles ne s'applique pas cette interdiction. Donc on nous demande, nous, de ne pas utiliser ce produit parce que c'est un poison, et il existe encore beaucoup de zones sur lesquelles ce poison est utilisé. Donc c'est pourquoi on a proposé ce vœu, à la fois en demandant à ce que l'État prenne les dispositions, à la fois en demandant à l'État de faire un accompagnement sérieux des agriculteurs, parce qu'un petit agriculteur qui souhaiterait entamer une transition vers l'agriculture biologique, il n'a pas les aides qui lui sont nécessaires pour effectuer cette transition. Ça ne s'effectue pas en une saison, mais sur plusieurs. Donc on demande à l'État de prendre toutes ces mesures. Ce qu'on peut quand même dire, parce qu'effectivement il y a de plus en plus de villes qui prennent un arrêté anti-pesticides. Dans l'agglomération, il y en a deux. Il y a Leuville et Morsan qui ont pris cet arrêté. Et quand on prend cet arrêté, effectivement, on est systématiquement traduit au tribunal administratif par le préfet qui dit que le maire n'aurait pas ce pouvoir-là de se prononcer sur ce sujet-là, car ça revient à l'État. La bonne nouvelle, c'est que de plus en plus, là on est à 3 villes aujourd'hui qui ont été effectivement au tribunal administratif et qui ont gagné, parce que le tribunal administratif a reconnu 3 choses importantes. La première, c'est que, ces pesticides sont effectivement nocifs et pour la santé et pour l'environnement. La deuxième chose, c'est que le tribunal reconnaît qu'effectivement il y a lacune, il y a vide juridique au niveau de l'État qui aurait dû prendre des dispositions qui n'en a pas prises. 3, les maires sont de bon droit à prendre ces arrêtés-là. Donc ça va dans le bon sens, mais effectivement il faut continuer. Alors on espère que ce vœu qui a été pris à l'unanimité et bien accueilli à l'agglomération pourra encourager d'autres maires à prendre de tels arrêtés. Et puis ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que donc, le glyphosate dont on a beaucoup entendu parler, on connaissait donc certains pesticides, mais il a été, l'ANSES, l'Agence nationale de santé, a publié il y a quelques jours une liste de 36 nouveaux produits qui sont également nocifs et pour l'environnement et pour la santé. Donc on espère bien pouvoir avancer sur ce sujet-là. Et je veux juste ajouter qu'on entend parfois le débat sur les histoires de distance.
Alors, dans ce cas-là, il ne s'agit pas d'un problème de distance. Hein. Ce n'est pas parce qu'on utilise du glyphosate à 10 mètres, à 5 mètres, à 150 mètres ou à 500 mètres qu'on est sauvé. Parce que ce qui est nocif à côté de nous l'est pour la planète de toute façon, où que ce soit. Merci, je pense que la réponse est complète. Qui c'est qu'il y avait? Allez-y. Merci. Madame le maire, je voulais vous demander un éclairage sur une situation dont on m'a fait part cette semaine. J'ai rencontré une personne qui m'a indiqué qu'un petit garçon s'était égaré à Buisson au cours d'une activité escapade. J'étais assez stupéfaite et j'aurais souhaité avoir un éclairage de votre part sur cette situation. Alors voilà, donc là nous rentrons dans les fausses informations, autrement dit les fake news pour ceux qui veulent faire bien. Effectivement, sur une page Facebook d'une personne qui s'appelle, je crois, Isabelle Pinet, qui n'existe pas, il a été dit qu'un enfant avait été perdu pendant 10 minutes. J'ai déposé plainte pour protéger le personnel communal, parce que c'est une attaque extrêmement grave au sérieux des animateurs des centres de loisirs, puisqu'on met en cause directement des fonctionnaires, certes pas titulaires, mais quand même payés par la ville pour garder les enfants. Donc c'est extrêmement grave. J'ai fait un dépôt de plainte, une commission rogatoire a été donc engagée, le poste a disparu. Mais je dois dire que c'est absolument ignoble ce qui s'est passé. Moi, j'emploie ces termes, de raconter tout et n'importe quoi, bien évidemment. Chacun dans son travail peut peut rencontrer une difficulté, peut faire une bêtise. Zéro bêtise n'existe pas. Donc voilà, je ne souhaite pas évidemment que ça arrive, mais on sait qu'effectivement ce genre de choses peut arriver. Chaque fois qu'il y a eu des problèmes, nous avons toujours affronté et nous avons toujours donné les informations, mais quand c'est réel. Or là, ça ne l'est pas. Donc je sais que nous rentrons dans une campagne électorale et que les campagnes électorales sont en général des moments où tout et n'importe quoi se dit. Donc moi j'en appelle au sérieux de tous les candidats pour que ce genre de choses ne circule pas, parce que ce sont, vous vous rendez compte, enfin, entre l'inquiétude que ça peut créer chez des parents, chez des enfants, parce que les enfants après, hein, vous savez aujourd'hui, les nouvelles technologies, ils les maîtrisent très bien, alors ils ne savent pas forcément lire, mais en tout cas ça parle. Et pour les animateurs du personnel communal, franchement, c'est inacceptable. Donc vraiment, j'en appelle à ce que nous soyons sérieux, qu'il y ait des débats d'idées, mais pas ce genre de choses qui soient colportées. Voilà, donc c'est une annonce fausse et je ne laisserai pas passer ce genre de choses et à chaque fois, je déposerai plainte. Monsieur? Bonjour, je peux poser ma question, c'est sympa, merci. Donc moi je suis parent d'élèves à l'école Buisson. Oui. Et je voulais revenir sur deux choses. La première, on a eu des gros problèmes de chauffage à l'école Buisson pendant plusieurs jours. Donc après les vacances d'octobre, et ensuite il y a eu un second problème. Donc la première question c'est qu'est-ce que vous avez mis en place pour que cela ne se reproduise pas et que les interventions soient plus rapides, parce que ça durait quand même plusieurs jours, il faisait entre 10 et 15 degrés dans les classes. La deuxième chose, c'est concernant les grèves. Donc on est, en tant que parents d'élèves, on est nombreux à travailler, que le couple travaille. On n'a pas forcément des parents ou des gens qui peuvent pallier aux grèves, donc garder les enfants, ce qui est mon cas par exemple. Et donc, la loi stipule qu'il y a un service minimum qui doit être mis en place par les mairies. Qu'en est-il à Morsan? Sauf erreur de ma part, je n'en vois pas. Et donc, j'aimerais bien qu'on puisse trouver des solutions pour les parents d'élèves qui n'ont pas de solution en cas de grève
et qui se retrouvent dans des situations où ils sont obligés de prendre des jours de RTT, et après c'est pas forcément possible, quoi. Donc franchement, c'est des situations compliquées. Donc j'aimerais bien que vous répondiez pour tous les parents d'élèves, quoi. Parce que je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là. Alors, voilà. Sur les problèmes de chauffage, on a rencontré deux sortes de problèmes. Il y a eu un problème à l'école Buisson et un autre au gymnase Everbec. Donc, la réparation a eu lieu à l'école Buisson, c'était un problème de brûleur. À Everbec, c'était un problème de chaudière, je crois, c'est ça? C'était pas le brûleur, c'était la chaudière. Voilà, aujourd'hui, pour obtenir des réparations, il faut effectivement un peu de temps, parce que les entreprises ont leurs propres difficultés, on va dire comme ça. Il n'y a plus de pièces, il n'y a plus de stock, il n'y a plus rien. Donc la réparation a lieu. Mais problème de chauffage, on en rencontre assez régulièrement, que ce soit chez les particuliers ou dans les entreprises, dans les écoles, dans les gymnases. Voilà. Donc tout est mis en œuvre en général. Et quand ça met un peu de temps, c'est pas de notre fait. C'est aussi la réactivité lente des entreprises. Quant au service minimum, on va redire ce qu'on a toujours dit. D'abord, le service minimum est appliqué pour les enseignants absents. À partir de 25% d'enseignants absents, normalement, on doit mettre en place un service minimum. Je dis normalement. Pourquoi? Parce que en général, quand il y a des grèves, il n'y a pas que les enseignants qui sont en grève, c'est extrêmement rare. En général, il y a plusieurs, comme on est en train de vivre, plusieurs corps de métier, il y a les fonctionnaires, il y a le public, il y a le privé, et le personnel communal est aussi en grève. Donc on se retrouve très souvent dans l'incapacité de pouvoir assurer ce service minimum, puisque les agents sont absents. Et je ne prendrai pas la responsabilité d'embaucher des gens que je ne connais pas pour garder des enfants. Ce n'est pas possible. Normalement, chaque fois qu'on recrute quelqu'un qui travaille avec des enfants, il faut des extraits de casier judiciaire pour vérifier qu'il ne soit pas sur une liste interdisant le travail avec les enfants. Et donc, vous imaginez bien qu'à 48 heures, c'est compliqué. Donc, nous faisons régulièrement appel à des bonnes volontés pour voir des parents d'élèves en se disant, bon, voilà, si on le sait, dès qu'on sait, parce qu'on le sait en général 48 heures à l'avance, pas plus, parce que, au mieux, oui, au mieux, de voir s'il y a des possibilités. Et effectivement, nous n'avons jamais de candidat. Mais je le dis, il est impossible de faire. Quand c'est dans le personnel communal, vous le voyez, on donne les informations. Quand on peut mettre en place pour la restauration du midi, une garde d'enfants en répartissant les personnels non grévistes, etc., on le fait. Mais il y a des fois où c'est impossible. Voilà, l'école Jaurès aujourd'hui était fermée. L'école Jaurès Jean-Michel, c'est 8 classes, 9 classes. Donc vous imaginez le nombre d'adultes qu'il faut pour garder les enfants. Donc, trouver des solutions, pourquoi pas, mais nous n'en avons pas. Mais à défaut de trouver un service minimum, là en l'occurrence, il y a eu une grève le 5 décembre et le 17 des enseignants, à Buisson par exemple, je connais bien. Et le 10 décembre, c'était une grève de l'escapade et de la cantine. Et les enseignants travaillaient. Ne serait-il pas possible au moins que l'escapade et la cantine fassent grève le même jour que les enseignants? Non mais je veux dire... Ça, écoutez, vous leur en parlez, si vous voulez bien, vous leur en parlerez, parce que je ne m'immisce pas dans les décisions syndicales et dans la décision personnelle de se mettre en grève ou pas. Ça, c'est un peu délicat, ça va être compliqué, mais vous pouvez de toute façon discuter avec les uns et les autres. Voilà, j'avais vu une autre main se lever. Alors, on va dire madame et puis après... Alors, moi, je ne viens pas vous poser une question, je viens simplement vous manifester ma colère, puisque ça fait maintenant depuis 2001 que je vis à Morsan,
Et depuis 2 ans, je subis des dégradations de biens privés. Et là, le dernier, ça s'est passé dans la nuit de samedi à dimanche. Donc évidemment, c'était du pain béni puisqu'il n'y avait pas d'éclairage dans la rue depuis 2 jours. Je me suis retrouvée avec un tag de à peu près minimum 3 mètres de long, en rose fluo, sur mon muret. Entre autres, j'en ai un noir, j'en ai un bleu, j'en ai un gris, et maintenant j'ai du rose. Donc, entre les trous brûlés à la cigarette au niveau de l'arrêt de bus, entre maintenant les tags, Madame le maire, j'en ai assez. Voilà. Oui, alors moi je suis responsable de tous les tags, bien évidemment. Alors je rappelle à tout le monde que quand il n'y a pas d'éclairage public, on regarde sur le site de l'agglo, peut-être sur le magazine, je ne sais plus, on téléphone à l'agglomération, puisque c'est elle qui gère l'éclairage public, et il y a une permanence téléphonique tout le temps, et il y a des interventions, y compris dans la nuit. Donc, moi, je ne circule pas dans toutes les rues de Morsan le soir, il m'arrive quand même assez régulièrement, donc quand je vois ça, j'appelle l'agglo, mais vous pouvez le faire à n'importe quelle heure, il y a une astreinte, et il y a un contrat avec le gestionnaire d'électricité, de l'éclairage public plutôt, qui peut intervenir et faire les réparations. Ensuite, sur les tags, je rappelle, parce que c'est des choses qui avaient un peu disparu, qu'on a la possibilité, si on nous le demande, et avec l'accord des propriétaires, on a une machine et un agent qui vient, ça a été mis en place il y a quelques années, qui vient détaguer sur votre muret. Alors, ça se sait moins parce qu'on est beaucoup moins confronté à ce type de choses, mais je me rappelle il y a quelques années où c'était en permanence, donc on avait décidé qu'on allait gagner la bataille et on l'a gagné puisqu'un tag n'est efficace que s'il reste longtemps. Donc ça, vous appelez en mairie les services techniques et on prendra rendez-vous avec vous pour détaguer. Après, quand on détague, je ne dis pas que le mur, il ne va pas être un peu abîmé. Mais voilà, on n'ira pas plus loin, mais on retire avec une machine et un agent qui a été formé à cette question. Par contre, la seule question que je vais vous poser, je vais être très brève. À l'avenir, même si ça ne peut pas se faire tout de suite, est-ce qu'il ne serait pas bien, parce que justement, moi, je n'étais pas au courant qu'il y avait des astreintes de nuit. Je pensais qu'il n'y avait que la journée au niveau de l'agglo, je ne savais pas qu'il y avait des astreintes de nuit, vous voyez. Alors, est-ce qu'il ne serait pas bien justement que la mairie puisse faire le relais entre des gens comme moi qui ne sont pas au courant? Est-ce que la mairie ne peut pas faire le relais pour aider les Morsantois qui ne sont pas forcément au courant? Bon, il y a un truc qui se passe dans la rue, on appelle la mairie pour savoir ce qui se passe, la mairie fait le relais avec l'agglo. C'est ce qu'on fait c'est ce qu'on fait, hein. Et la mairie, c'est simple. L'astreinte, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'est le numéro de la mairie. C'est simple. Vous n'avez même pas besoin d'aller chercher l'astreinte machin, l'astreinte truc comme à l'agglomération. Vous faites le numéro de la mairie, vous signalez et la mairie, enfin l'agent de permanence téléphonique a tous les numéros de téléphone sous les yeux et tout. Mais sachez aussi que vous pouvez le faire de jour comme de nuit, il n'y a pas de souci, il y a les astreintes de l'agglomération qui sont là pour ça. Donc voilà, ça c'est, et ça c'est, je pense que c'est indiqué dans le magazine où vous avez ces numéros. Et à la mairie, c'est simple, c'est le numéro du standard et vous avez l'astreinte téléphonique en permanence. Merci beaucoup. Alors je voulais Bien, juste oui. finir pour saluer la municipalité et SNL pour le très beau projet qui va prendre forme d'ici quelques mois pour les femmes qui subissent des violences. Et je voulais vraiment faire un chapeau parce qu'il n'y a pas beaucoup de municipalités qui le font. C'est un beau projet et un beau partenariat un peu différent de ceux qu'on a jusqu'à maintenant avec Solidarité Nouvelle Logement. Et en plus, c'est vraiment un besoin, hélas. Mais bon, ça, on voit bien que cette question des violences faites aux femmes reste, hélas, toujours d'actualité. Bien, je n'ai pas vu d'autres demandes d'intervention, donc je vous propose qu'on ouvre notre conseil municipal d'abord avec l'appel. Marjolaine Rose présente, Marie-Claire Arraza, Gérard Vanleu, Isabelle Saint-Félix donne pouvoir à Arlette Bouchon,
Marion L'Enfant, Jean-Michel Brun, Arlette Bouchon, Jean Berthoud, Caroline Saint-Hilaire, Patrice Lafage, Isabelle Lepers, Dominique Loachot n'est pas là, Pascal Giovannini, Federico Montoya, Stéphane Gunvert, Richard Laurent, Elisabeth Lampérière, Philippe Dudiot, Céline Marsal, Marie-Christine Carvalho, Emmanuel Lelier, Noémie Azout, Emmanuel Pranal, Gaëtan Ziga me donne pouvoir, Jean-Luc Gauthier n'est pas là, Thibaut Nachin non plus, Emmanuel Mermas donne pouvoir à Marie-Christine Carvalho, Gilles Marsolas, Marianne Duranton, Didier Charnay est arrivé, Kaina Naïd Kassi, pardon, Florence Lebouc, Ebrahim Diko qui n'est pas là, Laurence Gaudin et Jacques Pérez, secrétaire de séance Gérard Vanleu. Je vous propose, je pense que ça ne posera pas de problème, avec votre accord bien évidemment, d'inscrire un point supplémentaire à l'ordre du jour concernant le personnel communal, puisqu'il faut qu'on modifie une délibération pour pouvoir verser la prime des régisseurs, puisqu'il y a des modalités qui ont changé et que la trésorerie nous a demandé de le faire. Jusqu'à maintenant, ils ne nous l'avaient pas demandé, maintenant ils nous demandent de le faire. Et donc je vous propose donc de rajouter cette délibération dans le chapitre du personnel avec un 11 bis par exemple. Normalement, vous avez tous reçu la délibération. Ça ne pose pas de problème? Parfait, et merci pour le personnel. Nous en venons maintenant donc aux informations, à l'information des décisions prises depuis le dernier conseil municipal. Y a-t-il des questions concernant ces décisions? Madame Duranton. Oui, plusieurs questions. La première concerne la décision 19-353 qui annule la décision 19-213 que je vous avais signalée la dernière fois, qui était la prise en charge d'une dépense par la municipale, le budget communal, d'une dépense d'une réunion publique qui avait été organisée par votre association de soutien, la Ville Fraternelle. Donc vous nous aviez informé naturellement que vous aviez même déjà annulé cette décision, ce qui n'est pas le cas puisque le conseil municipal était le 15 octobre et que vous avez annulé la décision le 17 octobre et que vous alliez reporter cette décision sur une formation à destination des élus. Et je ne vois pas cette décision, cette nouvelle décision, donc je souhaitais vous interroger à ce sujet. Alors, vous n'avez pas bien compris ce que j'avais dit la dernière fois. J'avais dit que c'était dans le cadre de l'information des élus, que c'était sur ces crédits-là que c'était pris. J'ai donc appelé la préfecture qui m'a dit, et que j'avais dit ça, et j'avais dit si j'ai pas confirmation, elle sera retirée. Donc, j'ai appelé la préfecture m'a confirmé que ce n'était pas possible, donc la décision a été retirée. Et comment a été payé c'est l'association qui a payé. Naturellement, pas vu, pas pris. Pas vu, pas pris. Si j'avais non, c'est pas vu, pas pris. Si. Si j'avais rien dit, ce serait resté tel quel, comme certainement beaucoup de choses. C'est ça. Je suis pas très attentive alors, parce qu'il y a plein de choses, c'est ça. Mais on le verra le 23 mars, ne vous inquiétez pas. Délibération, décision 19-354, la convention avec le département sur la mise à disposition des équipements sportifs pour le collège et donc le versement de la subvention de 20 412 €. Il est indiqué qu'il y a eu une annulation, donc je voulais savoir pourquoi ça avait été annulé, quel était le changement. C'est parce que nous avions, comptabilisé l'occupation exacte qui dépassait le budget alloué pour notre collège. Voilà. Donc elle a été annulée et on va refaire sur le montant que le département nous a pris. Elle a été refaite là, puisque c'est 20 412 €. Voilà, c'est ça. Okay. Et dorénavant, il n'y aura plus ça, puisque le département versera directement aux communes. Avant, ce n'était pas possible, visiblement, ça l'est maintenant. Le collège était la caisse de... Oui. Juste la caisse de, de passage.
Et enfin, une question concernant deux décisions, la 359 et la 373. La 359 prévoit une convention avec une association qui s'appelle L'Arrosoir pour un montant de 1 000 euros, sans date et sans précision. Et la 373 prévoit exactement la même convention, là avec des dates en revanche et un montant différent, sans modifier la 359 et sans voilà, donc quel est le lien et Alors, pour la création d'un spectacle, qui est le même spectacle puisque c'est qu'adhérent à chaque parce que fois. là c'est la création d'un spectacle, donc on met à disposition et on soutient la création, puisque ça fait partie de la politique culturelle, de soutenir la création. Donc là, c'est une décision qui va permettre de soutenir la création d'un spectacle, et cette création se fera dans les salons du château qui sont mis à disposition, comme à d'autres compagnies. Ouais. Et la suivante, qui est, rappelez-moi le numéro, La 373. la 373, je pense que ça doit être la représentation. C'est un contrat de cession. Donc vous avez un contrat de coproduction, donc de soutien à la création, et le contrat d'exploitation du spectacle. C'est assez régulier avec les compagnies. Jean-Michel, tu veux préciser ? Oui, juste une précision. Marsan fait partie des 2 dernières villes sur les 194 communes de l'Essonne qui ont un engagement en termes d'aide à la création. Voilà. 2 sur 194 communes qui aident des compagnies culturelles, des acteurs culturels à développer des créations originales. Non, parce qu'on le voit souvent dans l'utilisation des locaux, justement, où là, il y a une mise à disposition de Non, locaux mais pour aussi permettre... sur les coproductions. Mais je n'avais pas le souvenir d'en avoir vu sur la création, du financement de création. Il n'y en a pas beaucoup parce que le budget n'est pas extensible, mais on fait à chaque année, il y en a, 2, 3. Vous avez ça, les résidences, en résidence. Comme l'orchestre Brassage à l'école de Oui, c'est ça. C'est ce que je dis. Là, il y a des résidences, et la résidence, c'est un soutien en nature, quoi. Oui. En mise à disposition. D'autres remarques concernant ces décisions? Il n'y en a pas. Je vous propose donc qu'on commence par le premier point à l'ordre du jour, avec les questions des finances et la décision modificative numéro 1, décision traditionnelle de fin d'année. Caroline Saint-Hilaire. Donc, comme chaque année, il est nécessaire de procéder à des rectifications de crédit au travers d'une décision modificative afin d'ajuster le budget. Cette DM du numéro 1 semble conséquente, mais vous allez le voir, cela concerne majoritairement le CTM. La section d'investissement s'équilibre à 2 778,08 €, celle du fonctionnement à 157 524,61 €. Alors pour la section d'investissement en recettes et en dépenses, cette section diminue de 2 778,08 €. Alors pourquoi et comment ? Je l'ai annoncé au début, il s'agit d'ajuster les dépenses qui ne seront pas engagées cette année au vu des retards, y compris du maître d'œuvre dans la réalisation du CTM. Nous avions prévu un emprunt à hauteur de 3 508 460 €. 3 508 460 €. Il est proposé de diminuer le chapitre emprunt et dette assimilés, qui s'appelle le chapitre 16, diminution proposée à hauteur de 2 509 559,85 €. Diminution du chapitre 13 de 280 218,23 € pour permettre la correspondance de la subvention départementale et le montant des travaux réalisés en 2019 pour le CTM. Dans le chapitre 024, produit des cessions d'immobilisation, il est également proposé de diminuer de 13 000 €, portant ainsi le total du chapitre à 210 000 € qui correspond à la vente des parcelles U1. Pour les dépenses au chapitre 16, il est proposé d'augmenter de 16 819,84 € afin de rembourser l'emprunt contracté en 2019. Encore des économies au chapitre 20 pour 4 396,64 €. Cette économie porte sur des frais d'études. Il est proposé de diminuer de 471 103,48 € chapitre 21. En effet, l'attribution du marché de l'isolation thermique du groupe scolaire Henri Vallon a généré 220 000 € d'économies.
De plus, seul le diagnostic énergétique du gymnase de proximité a pu être réalisé. 4 303,36 € sont déduits de l'enveloppe pour l'achat de logiciels. Ainsi, la provision de ce chapitre sera inscrite au prochain budget pour les travaux du préau couvert de Vallon. Au chapitre 23, immobilisation en cours, le budget primitif inscrivait 4 140 € pour des travaux du CTM. Le retard pris au démarrage induit donc la réduction de ce chapitre de 2 339 €. 2 millions 30. Excusez-moi. Parce que ça merci. 2 339 794,44 €. J'arriverai. Nous passons à la section de fonctionnement. Pour les recettes, elles augmentent de 157 524,61 €. Au chapitre 74, dotation et participation, diminution de 55 662,50 €. En effet, la notification du Fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle a été de 360 189,50 €, alors que nous avions inscrit en budget prévisionnel 418 852 €. Produit exceptionnel au chapitre 77, en augmentation de 213 187,11 €, correspondant à la vente du terrain hutin, de la régularisation des charges sur l'exercice antérieur et des remboursements d'assurance. Tout ça pour la valeur de un peu plus de 213 000 €. Pour les dépenses, ces dernières correspondent aux 157 524,61 € de recettes supplémentaires. En dépenses imprévues, nous inscrivons 97 462,11 € que nous mettons en réserve. Au chapitre 11, 28 000 € sont inscrits en dépenses pour réhabiliter les locaux du tir à l'arc. Au chapitre 65, il est proposé d'augmenter la subvention du CCAS de 25 000 €. Et au chapitre 66, les charges financières, proposition est faite d'augmenter ce chapitre de 7 062,50 € pour permettre le remboursement des intérêts de prêts contractés cette année. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques sur cette décision modificative? Monsieur Marsolas. Oui, j'ai une déclaration à faire. Je voudrais qu'elle soit annexée. Chers collègues, une fois encore, nous allons nous abstenir sur ces décisions modificatives budgétaires. Mais avant toute chose, je voudrais répondre à toutes celles et ceux qui voudraient s'empresser de qualifier notre abstention par un manque de courage. En effet, il ne s'agit pas ici de courage, mais plutôt de cohérence. Nous avons toujours dit que c'est à la majorité d'assumer l'entièreté des décisions budgétaires. Elles sont le résultat de sa politique, de ses décisions. C'est pourquoi, encore une fois en 2019, nous nous abstiendrons sur ces décisions modificatives budgétaires. Merci. Madame Duranton. Moi, c'est juste une explication de vote. On a voté contre le budget, donc il n'y aurait aucune cohérence à voter pour cette DM, même si elle est très technique. Hein, voilà, c'est une DM très technique. Donc nous nous abstiendrons. Pas d'autres remarques. Je vous propose donc d'être... non, il faut que je fasse ça. Excusez-moi, je l'ai vite. Donc, nous allons voter par chapitre sur la section d'investissement. Au 0,24, produit des cessions, une recette diminuée de 13 000 €. Ceux qui sont pour, contre, abstention, ça va être tout le temps le même vote? Pour nous, oui. Vous aussi? Donc, je vais juste les énoncer et les votes en même temps. Au chapitre 13, subvention d'investissement en recette, moins 280 218,23 €, donc les pour et les abstentions sont les mêmes. Au chapitre 16, emprunt et dette assimilée en dépenses, 16 819,84 € et en recette, moins 2 509 559,85 €, même vote. Immobilisation incorporelle au chapitre 20 en dépenses, moins 4 396,64 €. Au chapitre 21, immobilisation corporelle en dépenses, moins 475 406,84 €, même vote.
Au chapitre 23, immobilisation en cours, en dépenses moins de 1 339 794,44 €. Même vote. Pour un total donc équilibré à moins de 802 778,08 € et avec un vote identique. Sur la section de fonctionnement, ce sera les mêmes votes. Donc au 022 dépenses imprévues en dépenses, on inscrit donc 97 462,11 €. Même vote. Au 011 charges à caractère général en dépenses 28 000 €. Même vote. Au 65 autres charges de gestion courante dépenses 25 000 €. Même vote. Au 66 charges financières en dépenses 7 062,50 €. Même vote. Dotation, subventions et participations au chapitre 74 en recettes moins 55 562,50 €. En produits exceptionnels au 77 en recettes 213 187,11 €. Et donc une section de fonctionnement équilibrée à 157 524,61 € pour un vote identique. Merci. Nous poursuivons avec les acomptes de subventions, notamment pour le CCAS, le Centre communal d'action sociale. Caroline. Donc il s'agit de proposer de verser un acompte pour le début d'année de 60 000 € au CCAS du budget communal, puisque de toute façon c'est la principale ressource du CCAS. Pas de remarques concernant cette délibération adoptée à l'unanimité. Merci. Nous en venons maintenant à la troisième délibération m'autorisant à engager liquidité et liquider, mandater les dépenses d'investissement. J'y vais. Comme nous l'avions déjà voté l'an dernier à la même époque, il s'agit de délibérer afin d'autoriser Madame le maire à engager, liquider, c'est les termes de la note, et mandater les dépenses d'investissement du budget lié au CTM avant le vote du budget primitif de 2020, dans les limites des crédits qui sont indiqués ci-dessous. Vous les lire? Bah oui. Alors, donc il s'agit du chapitre 23, immobilisation en cours, sur le compte, vous voulez tout, alors je voulais tout, compte budgétaire 2313, construction, donc des crédits ouverts pour 2019 à 4 140 000, 25% autorisation pour 2020, donc soit 1 035 000 €. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Je n'en vois pas. Ceux qui sont pour, à l'unanimité, merci. Nous poursuivons maintenant avec les attributions de subventions aux associations sportives. Emmanuel Lelier commence par celle concernant le sport scolaire. Bonsoir. Donc dans le cadre du sport scolaire, une subvention doit être votée au budget primitif 2020 pour les projets de partenariat entre la ville, les écoles et les associations sportives qui proposent une action pédagogique d'activité physique et sportive. Donc l'année dernière, la somme était de 5 900 €. Pour la saison 2019-2020, ce sont 3 associations qui proposent la participation d'un intervenant qualifié pour les APS. Donc l'association gymnastique volontaire qui propose 36 heures d'APS pour 6 cycles destinés aux élèves des écoles maternelles. L'association Morsan-Fleury Handball avec 120 heures d'APS pour 20 cycles destinés aux élèves des écoles élémentaires de CM1, CM2. Et l'association Tennis Club Mort-Saint-Ouen avec 48 heures d'APS pour 8 cycles destinés aux élèves des écoles élémentaires CP, CE1, CE2. Donc comme à chaque fois, la ville s'engage financièrement à hauteur de 50% des coûts d'intervention. Donc il est convenu de procéder au paiement de ces interventions en 2 temps en fonction des cycles réalisés, c'est-à-dire de septembre à décembre pour le premier versement et de janvier à juin pour le solde. Donc il est proposé de verser les montants suivants correspondant à la période de septembre à décembre. Donc pour Morsan-Fleury Handball, 570 €. Pour la gymnastique volontaire. Non, après c'est pour le 2020. Ah oui, pardon.
Donc c'est une subvention de 570 euros. Oui, 570 euros. Puisqu'ils commencent leur cycle Voilà. en janvier. Oui, oui. Et du coup, il y aura peut-être des pour modifications en plus. la gymnastique volontaire et pour le tennis club Morsantois, l'ensemble des heures sera effectué en janvier 2020, donc les subventions seront attribuées ultérieurement. Voilà. Et en plus, il y a des choses qui vont évoluer. Monsieur Marcelas? Oui, j'ai une déclaration, je voudrais qu'elle soit annexée. Chers collègues, je voudrais préciser que nous approuvons et nous voulons soutenir et développer ces partenariats entre la ville, les écoles et les associations sportives qui proposent une action pédagogique d'activité physique et sportive. Par conséquent, au vu des sommes engagées par la ville en 2019, à savoir 5 900 euros, pour une ville de plus de 21 000 habitants, nous recommandons que ce budget pour 2020 soit significativement augmenté afin de pouvoir faire participer pleinement encore plus de nos jeunes Morsantois et Morsantoises. Merci. Alors, je vais me permettre de répondre. Le souci qu'on a, c'est pas un problème de budget. Le souci qu'on a essentiellement, c'est les associations. Il faut qu'elles aient des encadrants dont les diplômes soient validés par l'éducation nationale. Parce qu'on a eu une proposition, par exemple, du club de tir à l'arc, et les diplômes ne conviennent pas à l'éducation nationale. Donc du coup, c'est une association qui ne peut pas nous aider. On a eu une proposition, je crois qu'il y a 2 ans de ça aussi, de la Fédération française de lutte, et les diplômes ne convenaient pas à l'éducation nationale. Donc on a la plupart des associations sur la ville qui sont souvent prêtes à faire des partenariats avec la ville et les scolaires. Le problème qu'on a, c'est qu'il faut que les diplômes soient validés par l'éducation nationale, et suivant le type de diplôme, notamment quand ce sont des diplômes fédéraux, l'éducation nationale refuse que les enfants soient encadrés par les associations. Ouais. Voilà. C'est bien dommage, mais c'est vrai qu'ils ont depuis quelques années maintenant une rigidité, je ne dis pas une rigueur, mais une rigidité qui n'est pas toujours bien appréciée par les écoles. D'autres remarques? Je n'en vois pas. Tout le monde est d'accord pour attribuer à Morsan-Fleury Handball 570 euros. À l'unanimité, merci. On continue avec des demandes de subventions exceptionnelles pour plusieurs associations. La première pour l'association L'Étoile Gymnique Morsan-Viry. Donc l'Étoile Gymnique de Morsan demande une subvention pour la participation d'un jeune au championnat du monde de trampoline qui ont eu lieu au Japon. Donc je vais d'abord vous dire que ce jeune s'appelle Alexis Régulus. Il concourait dans la catégorie des 11-12 ans et il est arrivé 14e en individuel et 5e en saut synchronisé. Donc je crois qu'on pourra féliciter ce jeune homme. On peut l'applaudir. Donc du coup, ces championnats du monde ont lieu du 29 novembre au 9 décembre 2019 à Tokyo. Donc il s'agissait de trampoline tumbling. Le coût total du déplacement, hébergement, transport, frais d'engagement auprès de la Fédération internationale de gymnastique et encadrement technique s'est élevé à 3 118 euros. Donc il est proposé de donner un avis favorable à cette demande de subvention pour une participation de 1 000 euros. Y a-t-il des questions, des remarques? Jean-Michel? D'abord, féliciter effectivement ce jeune Morsantois qui visait le top 20 mondial, il y est largement arrivé. Mais pour préciser aussi que sur ce type d'événement, alors que c'est une compétition internationale officielle, il n'y a aucune prise en charge de la fédération sportive concernée. Donc, y compris même la tenue officielle dont les athlètes doivent être pourvus est à la charge du compétiteur. Voilà. Donc c'est un scandale sans nom. On peut nous chanter les mérites de Paris 2024, des JO, etc., etc. Quand on en est là, au niveau du sport de très haut niveau, il y a vraiment de quoi se faire
quelques soucis. Merci. Je suppose que tout le monde est d'accord pour attribuer cette subvention à l'Étoile Gymnique. À l'unanimité, on poursuit avec une attribution exceptionnelle aussi pour l'association Essonne Natation. Donc là, il s'agit d'un déplacement en dehors donc de l'Île-de-France pour la participation au championnat de France jeunes à Tarbes du 11 au 14 juillet 2019. Donc là, encore une fois, c'est une association de la ville qui a fait de très bons résultats, car la jeune Zoé Carlos Brock, qui a 13 ans, et donc qui concourait en fait, a obtenu 3 records dans sa catégorie d'âge en bassin, 25 mètres, et elle s'est hissée dans 4 finales. Donc c'est pareil, on a encore une jeune athlète qu'on va pouvoir féliciter. Donc la délégation de l'association pour ce déplacement était composée de 2 personnes. Le coût total du déplacement s'est élevé à 947,47 €. Et donc il est proposé de donner un avis favorable pour une demande de subvention pour une somme de 206 € pour ce déplacement. Pas de remarques, tout le monde est d'accord pour donner cette subvention à Essonne Natation. Merci à l'unanimité. Nous poursuivons avec une subvention pour l'association Morsan Badminton. Ça c'est un peu différent. Donc là, en fait, il s'agit d'une subvention exceptionnelle concernant l'achat de poteaux de badminton. L'association vient d'acquérir de nouveaux poteaux pour remplacer les anciens qui étaient devenus défectueux et qui ne respectaient plus la réglementation de la Fédération française de badminton. Alors, les fédérations françaises exigent beaucoup de normes pour les associations et ça alourdit les charges des associations en termes de matériel parce qu'il faut souvent respecter des règles de taille de terrain, de matériel, etc. qui peuvent être des fois un peu exagérées. Ces nouveaux poteaux donc respectent les nouvelles réglementations qui lui permettent à l'association de maintenir ses tournois officiels et du coup de ne pas avoir de pénalité. Le coût de cet investissement est de 3 610 €. Donc l'association a également demandé une aide au conseil départemental de l'Essonne pour un montant de 1 800 €. Donc il est proposé de donner un avis favorable à cette demande pour un montant de 1 083 €, ce qui équivaut à 30% du montant global de l'investissement. Merci. Des remarques concernant ces délibérations? Je n'en vois pas. Tout le monde est d'accord à l'unanimité? Merci. Et nous terminons sur les demandes de subvention avec toujours une subvention exceptionnelle pour Morsan Judo. Donc là, il s'agit, peut-être certains parmi vous sont au courant, du projet de stage au Japon que le club a prévu d'organiser du 6 au 18 avril 2020. Donc ce serait un stage de perfectionnement au judo, avec la découverte des origines du judo, le perfectionnement et la découverte des méthodes d'entraînement nippones, qui seront les principaux objectifs. Donc il est prévu que 15 personnes participent à ce projet, dont 8 jeunes, et l'association sollicite une aide financière de la ville pour ces jeunes. Donc c'est un stage dont le coût total du projet est de 16 800 €, soit 2 100 € par jeune. Donc les jeunes, eux, se sont déjà investis de leur côté et ont réussi à rassembler, donc à la date de la délibération, la somme de 1 700 €. Donc pour les encourager dans leur projet, qui est effectivement un très beau projet, parce qu'il y a peu d'associations qui peuvent partir comme ça, notamment au Japon, et vu les complications aussi sur place, pour réussir à rentrer en contact avec les écoles de judo, parce que c'est la tradition féodale dans ces cas-là, et c'est assez compliqué pour les Européens de s'intégrer aux écoles de judo, donc on peut leur tirer notre chapeau encore. Donc il est proposé une subvention pour une participation à un montant global de 1 500 € pour les soutenir dans leur projet.
Merci. Des remarques? Je n'en vois pas. Tout le monde est d'accord pour soutenir. Et j'ai Oui. oublié d'ajouter que l'association aussi, ce qui est assez rare, aura à trois personnes qui vont participer au stage, qui demain soir recevront leur ceinture noire. Donc 3 d'un coup, c'est assez exceptionnel également. Très bien la vitalité, bravo aussi, et adopté à l'unanimité. Nous en venons maintenant au point numéro 2 du personnel, et Isabelle Lepers nous parle d'abord d'une création de poste. Oui, donc il s'agit donc d'une création de poste qui, au regard des difficultés rencontrées en 2018 et 2019 pour l'entretien des locaux de la crèche collective Coton, il a apparu plus judicieux d'opter pour un poste permanent supplémentaire afin de garantir un niveau d'hygiène compatible avec les normes dont on parlait tout à l'heure sur d'autres sujets imposés dans les crèches. Le besoin porte également sur des travaux de lingère et de couture. Donc il est donc proposé au conseil municipal de délibérer donc, sur la création de ce poste d'entretien à temps complet à la crèche Coton. Merci. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas. Est-ce que tout le monde est d'accord pour adopter cette délibération à l'unanimité? Nous continuons avec les transformations de poste cette fois, Isabelle. Voilà, donc là c'est donc suite à des divers recrutements pour la rentrée donc à l'école municipale de musique et de théâtre. Donc il est donc nécessaire, comme d'habitude, d'adapter le temps de travail hebdomadaire des intervenants artistiques selon leur disponibilité. Il est donc proposé au conseil municipal de délibérer sur 2 choses. L'augmentation d'un poste d'assistant d'enseignant artistique principal de 2e classe à temps non complet, qui passe donc de 8 heures hebdomadaires à 10 heures. C'est un intervenant en milieu scolaire. Et par contre, la diminution d'un poste d'assistant d'enseignement artistique principal de 2e classe à temps non complet, qui lui passe, ou elle, je ne sais pas, passe de 20 heures hebdomadaires à 18 heures. C'est donc la formation musicale. Des questions concernant ces délibérations, M. Marsolas? Oui, juste pour ma compréhension, le nombre d'heures au total n'est pas modifié. Donc en fait, c'est simplement c'est eux qui vous ont demandé pour leur agrément de changer leurs horaires, oui. C'est ça? Oui, c'est ça. Ça ne change pas le nombre d'heures, mais chaque fois qu'on ne peut pas le faire si on ne délibère pas. On ne pourra pas répondre, puisque vous avez un intervenant en milieu scolaire et un intervenant en formation musicale. Donc dans leur déroulé d'année, ils ont besoin de se répartir différemment. Voilà, d'où la délibération. Pas d'autres questions? Tout le monde est d'accord? Adopté à l'unanimité. Donc c'est là qu'arrive... Ah non, il n'y a pas encore. Il y a le recensement de la population, excusez-moi. Isabelle Lepers, toujours sur la rémunération des agents recenseurs. Oui, ben c'est pareil, c'est quelque chose qui revient tous les ans, je pense, puisque maintenant le recensement se faisant, voilà. Donc cette année, donc ça se déroulera du 16 janvier au 22 février 2020. Et donc cette année encore, l'INSEE préconise d'argumenter de plus en plus vers Internet. Donc pour 2020, 719 logements doivent être visités pendant la période du recensement. Depuis 2014, il a été proposé de rémunérer les agents recenseurs sur la base de la dotation forfaitaire calculée en fonction du nombre de logements à recenser. Donc la dotation forfaitaire qui a subi une baisse depuis 2014, donc elle s'élève à 3 866 €, ce qui représente 5,37 € par logement. Et là, en 2016, c'était 6,27,62 €. C'est les 62 qui comptent. Suit le tableau, que je ne ferai pas comme Caroline, je ne vous le lirai pas. Donc ce tableau de 2011 à 2020, on voit effectivement que la dotation par logement descend gentiment mais sûrement. Malgré cette baisse, donc qui est très visible, de la dotation annuelle l'INSEE, et afin de ne pas pénaliser les agents recenseurs, donc je vous propose d'égaler la dotation forfaitaire de 2020 à celle de 2017, ce qui correspondrait à une dotation forfaitaire de 5,74 € au lieu des 5,37 €, soit un investissement financier supplémentaire de 266,03 € brut pour le recensement de la population de l'année 2020. Le nombre de logements recensés augmente, mais la dotation elle diminue. Cherchez l'erreur.
Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Il n'y en a pas, tout le monde est d'accord, adopter à l'unanimité. C'est donc là qu'arrive la délibération dont je vous ai parlé tout à l'heure, que vous avez reçue par courriel et en même temps que vous avez sur table. Et je crois que c'est Caroline, c'est ça? C'est Caroline Saint-Hilaire qui la présente. J'ai envie de dire que tout est dans le titre. Jusqu'à présent, la commune versait au régisseur en fin d'année l'indemnité de responsabilité prévue par la lettre ministérielle de septembre 2001. À la demande de la trésorerie, il s'agit d'intégrer la prime de régisseur dans le cadre du régime indemnitaire et de l'inscrire dans le cadre du RIF 7 que nous avions voté il y a maintenant 2 ans, je crois, de mémoire. Voilà. Et donc de pouvoir continuer à verser cette prime. C'est ça l'utilité de cette délibération. C'est tout. Voilà, sinon le receveur ne la verse pas. Voilà, c'est ça. Des questions, des remarques? Tout le monde est d'accord, adopté à l'unanimité. Nous en venons maintenant à la direction de solidarité et Isabelle Haute, excusez-moi, Le Perse nous parle d'un changement de dénomination et d'une convention. C'est ça. Donc, comme disait Caroline, tout est dans le titre. La ville de Morsan, donc par l'intermédiaire de son service retraité, mène une politique gérontologique dynamique dont l'un des aspects est le maintien à domicile des personnes âgées et handicapées. Depuis juin 2004, cette mission a été confiée à la SAMAD et c'est la mission d'aide et d'accompagnement à domicile. C'est une association à vocation exclusivement sociale, agréée par la préfecture de l'Essonne, de police, et la Caisse nationale d'assurance vieillesse, la CNAV, la Caisse primaire d'assurance maladie et d'autres organismes sociaux. Donc aujourd'hui, il faut prendre acte du changement de dénomination de cette association. La SAMAD qui devient Vivcar. Vivcar informera ou a déjà informé ses bénéficiaires du changement de dénomination et la continuité de la coopération engagée avec la ville. Une nouvelle convention doit être signée entre la mairie et Vivcar, les objectifs restant identiques auprès de nos administrés. C'est-à-dire la nécessité d'une réponse globale unifiée et cohérente à l'ensemble des besoins de cette catégorie de la population sur le territoire de la commune, améliorer la qualité du service rendu, répondre à la demande croissante, intervenir en assurant une continuité de service, notamment le week-end, les jours fériés et la nuit. Des réunions mensuelles entre le service retraité de la ville et l'association permettent une évaluation régulière de la gestion courante de l'activité d'aide à domicile, du nombre de personnes prises en charge et l'évolution des degrés d'autonomie. Vivcar s'engage de ce côté à participer aux réunions ainsi qu'aux différentes actions menées par la ville de Morsan en direction des personnes âgées, notamment lorsque les prestations proposées peuvent concerner les personnes dont elle assure l'accompagnement. Donc le conseil municipal est appelé à se positionner sur le changement de dénomination et la signature de la nouvelle convention. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, M. Marsolas? Une déclaration sur ce sujet, sur l'ex-ASAMAD, puisqu'elle change de nom. Et avant de signer une convention avec eux, je voudrais intervenir pour mettre en lumière un certain nombre de problématiques que j'ai déjà évoquées ici dans la gestion de son personnel par la SAMAD. Outre du personnel qualifié, les personnes âgées et fragiles ont besoin de stabilité. Il n'est pas toujours facile d'accepter des personnes étrangères à son cercle familial ou amical, chez soi, dans son univers, pour parfois des soins très personnels, voire intimes. Nous constatons que, sans doute, dû aux cadences imposées par la SAMAD, des soins sont prodigués de façon parfois trop rapide. En effet, nos aînés ne sont souvent plus sur le même rythme que nous. Ils ont besoin de temps afin de ne pas être brusqués. De plus, la relation humaine est primordiale. Un turnover très important du personnel ne permet pas toujours de tisser des liens de confiance entre le personnel et les personnes âgées. Ainsi, nous recommandons des efforts à la SAMAD et la plus grande vigilance sur l'ensemble de ces sujets. Merci.
Alors, c'est des vraies questions qui sont aujourd'hui posées à l'ensemble des associations ou entreprises, parce qu'il n'y a pas que des associations, aux entreprises, sur plusieurs choses. Le turnover du personnel, qui est effectivement, parce que c'est un boulot qui n'est pas reconnu et, excusez-moi de dire, qui n'est pas bien rémunéré. Donc, comme tous les métiers d'aide, enfin de l'humain, quoi, d'aide à la personne, que ce soit pour les personnes âgées ou pour les personnes handicapées, donc c'est un vrai souci. Et après, sur le rythme dont vous parlez, il faut savoir que la plupart des personnes bénéficient d'un plan d'aide. Et le plan d'aide, il donne un nombre d'heures. Et les heures aujourd'hui, elles sont contrôlées. C'est-à-dire qu'il y a un contrôle qui s'opère, la personne arrive à domicile, elle doit faire un code ou appeler avec son téléphone portable, donc on calcule à quelle heure elle arrive et à quelle heure elle repart. Et si elle dépasse, donc après ça ne rentre plus dans son planning, et ce sont des heures qui ne sont pas rémunérées pour la personne et qui ne sont pas non plus prises en charge par le... Donc c'est tout un système qu'il faudrait nationalement remettre à plat dans le cadre du plan, enfin c'est pas le plan, c'est l'adaptation de la société au vieillissement, je ne sais plus comment il s'appelle. Il n'y a pas beaucoup d'avancées. Or, si on voit qu'aujourd'hui, les principales revendications des personnes âgées et de leur famille est de rester à domicile, ce qui est tout à fait légitime, je le redis, et on voit très bien que quand on arrive en établissement médicalisé, c'est vraiment qu'on ne peut plus, voilà, on rentre de plus en plus tard dans les établissements spécialisés, il faut que ces services soient reconnus en tant que tels, aient les moyens de fonctionner, et les personnels voilà, bien rémunérés pour qu'il y ait cette stabilité. Parce que moi j'en connais un certain nombre qui ont fait aide à domicile, elles ont une petite qualification aujourd'hui, c'est même une petite qualification, souvent c'est pas suffisant non plus, et elles sont payées un tout petit peu plus que le SMIC, avec des conditions pas faciles. Parce que moi j'ai fait ça dans ma jeunesse, travailler avec des personnes âgées, je peux vous dire que c'est pas facile. C'est pas facile physiquement, c'est pas facile moralement, c'est voilà, c'est complexe dans les relations avec les familles. Et ce que vous avez dit, les personnes qui voient quelqu'un rentrer qu'elles ne connaissent pas chez elles, c'est toujours beaucoup d'appréhension. Et voilà, donc c'est un vrai souci. On transmettra bien évidemment à l'ex-Assamad, parce que je peux encore retenir le nom, Vive Car, je pense que ça doit faire Vive Car Assamad quand on se repère. Mais je sais que c'est des questions dont on discute assez régulièrement et avec le conseil départemental, puisque c'est une compétence du conseil départemental, mais qui est encadrée par et les plans d'aide et les rémunérations et voilà. Et c'est bien dommage. D'autant que je vous rappelle quand même que nous contribuons tous avec la journée de solidarité qui a été mise en œuvre il y a quelques années du lundi de Pentecôte travaillé. Nous contribuons à la Caisse nationale de l'autonomie, alors je ne sais plus comment elle s'appelle celle-ci, bon voilà, de solidarité pour l'autonomie, et dont on aimerait bien que ça soit, c'était un peu comme la vignette des vieux, comme on disait quand j'étais petite, moi, ça soit reversé dans ces politiques en direction des personnes âgées et handicapées. Mais serait-ce de la dépense publique? Ben oui, c'est de la dépense publique supplémentaire, mais bon. En tout cas, nous, les salariés, ils contribuent à cette caisse. Bien, y a-t-il d'autres remarques? Je n'en vois pas. Est-ce que tout le monde est d'accord pour voter cette délibération? À l'unanimité, merci. Nous poursuivons avec la proposition d'une motion concernant les transports dans le cadre du contrat de plan État-région. Dans son volet transport, la région Île-de-France a inscrit des moyens conséquents pour 2020, tout en faisant aussi des avances à l'État.
Et force est de constater que dans la nouvelle loi sur les mobilités, il n'est prévu par l'État que d'investir 190 millions d'euros, alors que tout ce qui est engagé sur la région, dans notre région Île-de-France, est un montant de 400 millions d'euros. Donc ça ne fait pas les comptes pour l'ensemble des projets. Alors, moi je ne vais pas dresser la liste de l'ensemble des projets, mais nous sommes directement concernés avec le projet du tramway T12, dont vous avez vu que les travaux avancent plutôt bien, mais il a déjà été repoussé parce que ça devait être 2018, après 2022, on a entendu 2023. S'il n'y a pas les crédits d'investissement, s'il n'y a pas l'argent pour continuer les travaux vont se stopper. Ils ont déjà été stoppés au démarrage tout de suite, on a vu, ça a commencé à démarrer, puis ça s'est stoppé net parce qu'il y avait des problèmes de crédit. Là, il y aura vraiment des problèmes de crédit. Donc, nous pensons que c'est important d'être tous solidaires dans cette région pour demander à l'État, au gouvernement, aux députés de la majorité, d'inscrire ces 400 millions d'euros par an, hein, pour les prochains budgets 2020, 2021, 2022, afin que les conditions de transport des franciliens soient nettement améliorées, plus performantes, et du coup participent aussi à mieux respirer dans notre région. Madame Duranton ? Oui, merci beaucoup de présenter cette délibération parce que je pense que effectivement c'est une délibération structurante pour la région Île-de-France et pour notre territoire aussi. Je me permettrai juste une petite correction. Il ne s'agit pas de 400 millions d'euros en tout, c'est 400 millions d'euros d'engagement de l'État. C'est l'État qui revient sur ses engagements. Le CPER disait que l'État devait engager 400 millions d'euros pour l'année 2020 la loi sur les mobilités ne prévoit que 190 millions de l'État. Et là, on parle bien de l'État. Voilà, mais dans la présentation que vous avez faite, on a l'impression que c'était 400 millions d'euros en tout. Les collectivités, et vous l'avez dit l'année dernière, Valérie Pécresse l'avait dit quand elle était venue ici, a avancé à l'État, parce que l'État était déjà défaillant l'année dernière, a avancé 80 millions d'euros pour financer le T12. Aujourd'hui, sur le T12, on a on n'a pas de souci sur le financement du T12. Il va être financé et il sera bien finalisé en 2022. La question, et qu'on avait abordée lors des comités de ligne qu'on a fait et des groupes de travail qu'on a fait, va être de savoir si on ne prend pas de retard sur les travaux. Normalement, on ne prend pas de retard, c'est à peu près en bonne continuation, en bonne liaison, puisque du fait des retards de financement précédents, on a tout décalé puisqu'on aura enfin le passage du T12 sous le RERC à Épinay-sur-Orge, finalement lors du pont de la Pentecôte de l'année prochaine, ce qui permettra justement d'avancer. C'est ça qui nous a décalé puisque les équipes de la SNCF, faute de financement, ne s'étaient pas mobilisées, avaient retiré leur ITC. Donc normalement on devra arriver à 2022. Toute la question est de savoir si si la SNCF va vraiment le mettre en route avant la fin 2022 et ce qu'ils appellent fin 2022. Si la fin 2022 c'est septembre 2022 ou si c'est le 31 décembre 2022. Voilà. Mais ça sera nos belles relations avec la SNCF qui nous permettront de le savoir. Mais en tout cas, c'est une motion qui est importante et qu'il faut vraiment que toutes les communes adoptent. Je ne sais pas si l'aglo l'a intégré. Non, parce que je pense qu'on ne l'avait pas encore reçu. Oui, voilà, parce qu'effectivement, Valérie Pécresse en a parlé à Juvisy l'autre jour. Le conseil d'agglo s'est tenu jeudi dernier. Ouais. Et avec les délais, vous l'aviez peut-être pas vu. Je pense qu'on ne l'avait pas vu. Mais bon, c'est à inscrire parce que c'est vrai que là aussi c'est une mobilisation. Et alors c'est bien sur le CPER, c'est-à-dire sur les travaux qui sont déterminés. Voilà. C'est le serpent de mer cette histoire, parce que ça fait quand même déjà plusieurs années que le contrat de plan avec la région est remis en cause régulièrement par l'État. Puisque dans les mandatures précédentes, ça avait déjà été une bataille politique sur ce sujet, même si on n'était pas encore rentré dans le détail de ce qui allait être financé, mais on connaissait déjà le montant.
Et c'est très bien qu'on adopte cette motion, et je suis d'accord avec Marianne Duranton, il faut que vraiment l'ensemble des collectivités qui sont concernées, et il y en a quand même un sacré paquet en Ile-de-France par le plan d'investissement sur les transports publics, adoptent cette motion, parce que c'est aussi comme ça que la dernière fois on avait réussi à faire céder l'État. C'est parce qu'il y avait eu une mobilisation de toutes les collectivités avec la région que l'État avait fini par accepter de mettre les 400 millions, même si régulièrement ils reviennent dessus et régulièrement ils les remettent en cause. Mais c'est bien par la pression de toute façon de toutes les collectivités qu'on peut obtenir gain de cause sur cet investissement qui est plus que nécessaire en Ile-de-France, et on le sait depuis très longtemps, quoi. Tout à fait. Bien, donc je vois qu'on est tous unanimes pour réclamer des sous à notre cher gouvernement. Mais oui, c'est encore des dépenses publiques utiles à la vie quotidienne des franciliens. Donc je suppose que c'est un vote unanime sur cette motion. Je vous remercie et elle sera donc transmise aux autorités compétentes. Nous en terminons par Cœur d'Essonne Agglomération, le soutien à l'engagement de Cœur d'Essonne Agglomération dans l'opération de revitalisation du territoire, autrement dit l'ORT. Arlette Bouchon nous en fait la présentation. Alors, Cœur d'Essonne Agglomération souhaite se saisir du dispositif opération de revitalisation du territoire, donc l'ORT, pour poursuivre sa stratégie intercommunale sur l'ensemble du territoire, engagée par le projet de territoire qui a été approuvé en janvier 2019 et décliné ensuite sur le plan opérationnel par le SCOT. SCOT qui a dû être approuvé normalement au Conseil communautaire de jeudi, voilà. Donc auquel après sont venus s'ajouter le PLH et l'OPA, donc le soutien aux copropriétés, la lutte contre l'habitat indigne, la rénovation de l'habitat et donc tout ce qui est politique d'habitat sur l'agglo. Parallèlement, donc la loi Elan a en effet créé dans son article 157 un dispositif appelé Opération de revalorisation des territoires, ORT. C'est un outil concrétisé par une convention, donc d'où l'objet effectivement de la demande, c'est de signer cette convention. Donc convention qui intègre un projet global de l'intercommunalité pour les centres-villes, mais pas seulement les centres-villes, et pour toutes les communes volontaires de l'agglo. Au niveau de différentes dimensions, l'habitat, l'urbanisme, le commerce, l'économie, les politiques sociales. Donc l'ERT est destiné à prendre en compte l'ensemble des enjeux de revitalisation de centres-villes et axes prioritaires. Elle est créatrice de droits, s'accompagne de mesures qui favorisent la rénovation de l'habitat, ainsi que des dispositions favorisant l'implantation de surfaces commerciales en centre-ville et permettant la suspension des autorisations d'implantation en périphérie. Donc ce qui, effectivement, sur notre territoire peut être intéressant. Ça permet aussi des outils pour gérer certains commerces ou pour aller plus vite dans les démarches, puisqu'à partir du moment où l'État signe avec l'agglomération, ils accélèrent les procédures. Donc l'ORT est une opportunité que souhaite saisir Cœur d'Essonne sur 6 pôles de centralité du territoire, les centres-villes d'Arpajon et Saint-Michel-sur-Orge. C'est le dispositif Action Cœur de Ville qui est déjà en cours et qui va donc être attaché en fait à l'ORT. Le centre-ville de Breuillet, le centre-ville de Marolles en Hurepoix, le centre-ville de Brétigny et ce qui est donc le plus proche de nous et qui nous intéresse directement, l'intégralité du corridor marchand de la route de Corbeil, situé, alors c'est vraiment pris très très largement, situé entre l'Assis au nord, donc avec Morsan-Villemoisson, en passant par l'entrée de la Croix-Blanche, de la Francilienne Sud, jusqu'à la future gare routière du Val-d'Orge, Croix-Blanche à Sainte-Geneviève. En fait, l'idée était de dire on a un axe qui relie effectivement des gares, donc, puisque pas très loin, on a à Épinay aussi le T12 qui arrive. Donc l'ORT est matérialisé donc par une convention signée entre l'agglomération de communes,
chacune des villes concernées et l'État représenté par le préfet. Le conseil donc, communautaire du 12 décembre a délibéré favorablement. Donc là, maintenant, c'est à nous de délibérer pour soutenir l'engagement de Cœur d'Essonne dans cette ORT. Merci. Est-il des questions, Mme Duranton? Oui, l'ORT qui a été votée, comme vous le dites, le 12 décembre et qui nous a été présentée dans un document très fourni et très, très complet. Donc l'ORT de Cœur d'Essonne est un document donc ambitieux pour l'agglomération qui identifie bien les axes stratégiques, et vous les avez évoqués, de développement, mais malheureusement je trouve affligeant et révélateur de la gestion à court terme de Morsan. En effet, vous l'avez dit, certaines villes ont eu une politique très volontariste en matière de centre-ville, comme Saint-Michel-sur-Orge. Et là, pour Morsan, le seul point qui est identifié, c'est la route de Corbeil. Pourtant, Morsan est l'une des 4 villes qui est identifiée dans ce document comme les 4 villes de plus de 15 000 habitants, donc Sainte-Geneviève-des-Bois, Morsan-sur-Orge, Saint-Michel-sur-Orge et Brétigny-sur-Orge, et dont le caractère de territoire est classé au même. Et pourtant, quand on regarde dans le document, la caractéristique de territoire de Morsan, c'est classé comme une ville de 7 000, voire moins de 7 000 habitants. En effet, on retrouve Morsan, quand on voit les caractéristiques des villes, au même niveau que Leville, Villemoisson, Villiers ou Longpont, puisque dans le document, vous le retrouvez là. N'y a-t-il pas un décalage, justement, un paradoxe, qui révèle l'absence de volonté de la majorité de faire de Morsan une ville vivante? Ainsi, Morsan n'est ni un pôle structurant pour l'agglo, comme Sainte-Geneviève-des-Bois, Brétigny ou Arpajon, ni un pôle structurant complémentaire, comme Saint-Michel-sur-Orge. Ce n'est plus une commune rurale, hein, ça on en est d'accord, et ce n'est pas encore un pôle économique en devenir. Donc c'est juste une commune résidentielle à bon niveau d'équipement, mais au niveau commerce, il n'y a aucune vocation commerciale et économique de Morsan, ce que je regrette foncièrement. Au-delà de ce constat, nous regrettons qu'aucun acte et dispositif n'ait été identifié pour rétablir la centralité de Morsan-sur-Orge, comme l'a fait, je viens de le dire, Saint-Michel-sur-Orge, qui donc est construite Morsan est construite en quartier, sans lien entre eux, ni cohérence. Mais ce n'est pas une surprise, on est aujourd'hui sur un urbanisme, je veux dire, c'est la conséquence de l'urbanisme que vous avez conçu depuis des années, qui n'est pas tourné vers les commerçants, et les commerçants n'étant pas conçus comme une pierre angulaire de la cohérence de la commune, ni dans la circulation, ni dans la vie de la commune. C'est cette vision des choses que nous regrettons. C'est dommage, parce que ce document donne toutes les clés et les orientations pour bien faire. Nous avons noté que la délibération que nous allons prendre aujourd'hui est une délibération qui sera amendable par la suite, puisque ça a déjà été voté à l'agglo sans amendement, donc ça veut dire qu'on ne peut pas modifier le texte qui a été voté par l'agglo. Mais en revanche, dans la délibération, il est bien dit que c'est un premier acte par la suite, que nous nous engagerons à compléter dès le mois de mars. Nous voterons donc cette délibération, même si elle est incomplète selon nous, parce qu'il manque, mais c'est un premier pas, on va dire, un premier pas qui va dans le bon sens, puisqu'on prend enfin en compte la revitalisation de notre territoire. Nous espérons juste que ça ne devienne pas un faux pas, et la marche est haute à franchir, mais nous la franchirons ensemble en mars. Excusez-moi, j'ai rien compris. J'ai rien compris à ce que vous avez dit sur les classements de villes. Alors, je rappelle quand même que l'ORT est quelque chose qui est négocié avec l'État. C'est pas nous qui décidons, on va faire ci, on va faire ça. Il y a un certain nombre de contraintes qui s'appliquent. Moi, je veux bien que vous compariez et que vous cherchiez le centre de Morsan. Il n'y en a pas. Ça a été une grande caractéristique de la ville, dont je rappelle l'immense majorité de son urbanisation date de l'État. Les communes, jusqu'en 83, n'avaient aucun droit des sols. Voilà, donc ça, c'est pas les élus locaux qui décidaient, c'était l'État. Donc, il y a un certain nombre d'obligations et nous avons cherché ce qui pouvait être négocié avec l'État pour entrer dans cette ORT.
Je peux vous dire que les négociations ont été âpres et difficiles, parce qu'une ORT sur 6 pôles dans une agglomération, dont ce qui nous concerne 3 communes, je peux vous dire que les services de l'État, bien qu'ils ne mettent pas 1 centime de soutien, pas 1 centime d'euro de soutien, ils veulent bien essayer de faciliter le fait que dans les centres-villes, l'installation de grands commerces, parce que vous parlez du commerce, il faut regarder ce qu'il y a dedans, hein. Moi j'ai fait la remarque. J'ai dit les commerces de plus de 1000 m² qui ne passent plus en commission départementale du commerce, je pense que ça va favoriser le petit commerce. Moi, il faut qu'on me l'explique, je suis intervenue là-dessus en négociation avec la préfecture en disant je ne comprends pas bien, vous allez plus avoir cette possibilité de passer en commission, ça sera d'emblée. Donc imaginons qu'on est à Morsan dans un endroit, une grande surface qui veuille s'installer, il n'y aura même plus besoin d'autorisation. Donc il y a des choses très contradictoires, il faut y travailler, il faut regarder. Donc nous avons essayé de réfléchir avec l'ensemble des maires, et toutes les villes ne pouvaient pas rentrer. Qu'est-ce qui pouvait nous permettre de s'emparer de cette ORT, qui est quelque chose de très nouveau. On va être les premiers à le signer, avec Cœur d'Essonne va être la première agglomération à signer cette convention avec l'État. Vous me parlez d'Arpajon et de Saint-Michel. Ils ont été retenus dans le premier dispositif qui était Cœur de Ville. Ça, c'est l'État, il y a une liste qui est sortie, ils en ont pioché 2. Bon. Voilà, si vous trouvez que le commerce de Saint-Michel se porte très bien, voilà, on en reparlera. Donc, vous voyez, moi je veux bien que vous trouviez à redire surtout qu'on n'est pas ambitieux, qu'on n'a pas de commerce, machin. On est tous confrontés aux mêmes questions. Il n'y a pas de particularisme. Si vous me trouvez des particularités, Mort-Saint-Oise, si on se compare avec d'autres, on est tous en train de se dire que de toute façon le commerce de proximité ferme. Quand on voit notre zone d'activité dont tout le monde se glorifie, moi qui m'effraie, qui est la zone de la Croix-Blanche, c'est pas nouveau, je l'ai toujours dit, voilà, faut pas s'étonner, enfin voilà. Moi j'ai connu comment on appelle, Pardieu, comment c'était, le quincaillier du Vieux-Bourg, où on allait acheter 3 clowns, 3 machins. Comment ils vivent aujourd'hui? Ils peuvent pas vivre. On va tous à Leroy Merlin, on fait une liste, on fait tout ce qu'on veut. Voilà. Donc il y a plein de choses comme ça. Donc moi je trouve que, et c'est votre rôle de toute façon de tout critiquer, moi je trouve que vous simplifiez beaucoup de choses. Vous avez expliqué sur vos postes que nous n'avons pas défendu Morsan, ni pour le SCOT, ni pour le RT. Mais juste que quand ça arrive à l'agglo, c'est que tout a été travaillé, négocié en amont. Vous voyez, et qu'on s'est tapé toutes les réunions et qu'on y a travaillé, et que tous ensemble, et qu'on a regardé comment on pouvait faire dans des conditions encadrées par l'État. C'est pas moi qui l'ai fait ce truc-là, moi j'aurais pas fait un truc comme ça. Mais bon, c'est l'État qui l'a fait, encadré, voilà. Donc ne dites pas qu'on ne défend pas, ne dites pas qu'on ne fait pas, on essaye de trouver en permanence, à partir des contraintes qui nous sont imposées, comment on peut faire pour effectivement améliorer. Mais moi, je vous le dis, je ne crois pas que l'ORT va développer le commerce de proximité tel qu'on l'entend aujourd'hui. En tout cas, tel que moi je l'entends, parce qu'on voit que c'est essentiellement autour des centres-villes, et dans les centres-villes, les surfaces à partir de 1000 m². Excusez-moi, je voudrais compléter, parce que vous parlez de centre-ville, et effectivement, sur les 2 communes qui étaient déjà dans l'action Cœur de Ville, je vous rappelle que nous, sur le PLU, et là pour le coup j'ai l'antériorité et l'historique, puisque je faisais partie du CLEPLU, c'est un point qui a été discuté justement, de voir si on restructurait la ville, si on allait vers un centre-ville vraiment choisi, parce qu'à la limite, pas forcément le Vieux-Bourg ou la Griblette, mais vraiment choisi. Et ça a été à l'unanimité par les personnes qui étaient présentes, et lorsque nous l'avons présenté également aux habitants de Morsan, ça a été non. On garde nos multipôles commerciaux, donc on n'avait pas à s'inscrire dans cette action, puisque de toute façon, les habitants ne souhaitaient pas justement ça. Et je voudrais quand même ajouter que le projet d'opération sur la route de Corbeil, elle a été initiée quand même par la ville de Morsan, sur la partie nord, Villemoisson et Morsan, puisque nous avions mis une opération tout à fait particulière, avec un retrait
par rapport aux bâtiments existants, etc., pour faire une voie douce, pour faire un trottoir sympathique, pour faire des stationnements et justement des commerces tout le long de cette voie. Et c'est ce qui finalement a été retenu pour l'ORT et donc qui va obliger les autres communes à changer leur PLU pour faire ces retraits et pour faire un boulevard urbain au niveau de la route de Corbeil. Alors je pense qu'on n'est pas forcément en retard. Après, il peut y avoir aussi des choix de vie. Si vous souhaitez faire grossir la ville de Morsan et arriver comme Athis, Juvisy ou autre à 50 000 habitants, effectivement, ce sera une autre façon de gérer la commune. Excusez-moi. Madame Alors, je vous entends, c'est très drôle quand même, parce qu'en fait, mis à part l'ORT, enfin voilà tout ça, votre politique de développement des commerces et de l'aide aux commerçants est quand même nulle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez interroger tous les commerçants de la ville. D'abord, ils ne vous connaissent pas, et notamment vous, Madame Bouchon, parce qu'on ne vous a vu qu'une fois. On vous a vu à quelques réceptions, enfin quelques remises de cérémonies de récompense, mais on se rend compte qu'au final, vous venez, on n'a pas un article cohérent et correct dans le journal de la ville. On a quand même des commerçants aujourd'hui, on a 5 commerçants qui ont des papilles d'or. D'accord ? Un petit article comme ça a été fait dans le journal, vous nous avez promis quand même un article plus conséquent, rien. Oui, bah, vous nous l'avez dit. Hein. Ah oui, bien sûr, voilà, mais on le fera. Oui, bon, on le fera. Lara, qui a eu aussi une récompense sur un label, pareil, au mois de juin, hein, donc on est au mois de décembre, dans le journal il n'y a rien, vous lui aviez dit que vous viendriez, il n'y a personne. Tous les commerces aujourd'hui, tous les commerçants aujourd'hui se plaignent de ce non-intérêt que vous avez, vous, tous, pour les commerçants. Il n'y a rien, il ne se passe rien. Notre guide, on le sort tous les ans, on doit le financer nous-mêmes. D'accord, ça nous coûte 5 000 €, et on doit le financer nous-mêmes. Vous ne nous distribuez même pas, c'est-à-dire que même une petite aide, voilà, juste comme ça, on ne l'a pas non plus. Là, on fait une petite animation tous les week-ends sur le marché, enfin, sur Intermarché. On vous a vu passer, Madame Bouchon, samedi. Vous avez baissé les yeux, vous êtes passé sans même venir nous dire bonjour. Ça, c'est aussi, comment dire, c'est aussi problématique. Ce sont des petites choses comme ça que, malheureusement, nous, commerçants, professionnels de la ville, libéraux, etc., tous ceux qui travaillent sur Morsan, on sent que voilà, il n'y a pas de soutien de votre part. Vraiment rien. Je vous donnerai toutes les interventions pour soutenir le commerce. Écoutez, on vous a vu, Madame Bouchon, lors de nos réunions, vous nous avez promis qu'on travaillerait sur la signalisation, sur la signalétique. On ne vous a plus jamais revu. On n'a pas eu de contact avec vous. Personne ne nous a contactés pour mettre en place simplement des panneaux. C'est dans le plan. Rien. Simplement. Oui, et je tiens à dire qu'il me semble que dans le développement commercial était une des priorités. Eh bien, dis donc, excusez-moi, mais on n'a rien vu. Voilà, donc c'est bien ce que vous avez répondu, mais aujourd'hui, concrètement, la ville ne fait rien pour nous. Oui, et pour les commerçants. En tout cas, pas grand. Bien sûr. Alors, si vous avez fait quelque chose... Oui, non, mais je ne dirais pas parce qu'il y a des choses qui n'ont pas à être publiques, mais le nombre de commerces qui viennent me voir, de commerçants, parce qu'ils ont des difficultés, qu'on se dépatouille, comme c'est pas permis, pour un certain nombre de choses, excusez-moi, vous n'avez pas de leçon à nous donner, peut-être qu'ils ne vous le disent pas, puisque votre association est perçue par un certain nombre d'entre eux comme une association politique qui, si vous voulez, quand dans vos réunions, certains disent, de toute façon ici on est entre nous, on est tous de droite, vous voyez, ça, écoutez, excusez-moi. Arrêtez, voilà. Quand le guide ne reprend, n'est pas le reflet, n'est pas le reflet de tout le monde. Non, c'est pas ça qui fait, excusez-moi, c'est des volontés. Quand le guide n'est pas le reflet de l'ensemble des commerces de la ville, c'est compliqué pour une ville de soutenir que certains, parce qu'ils sont adhérents, qu'ils payent une cotisation, et pas d'autres. Je m'étais engagée à regarder sur la distribution le contrat que nous avons avec le distributeur ne permet pas de distribuer autre chose. Non mais bien sûr, il n'y a qu'à Faucon. C'est ça. De tout le monde, c'est il n'y a qu'à Faucon. L'association, elle,
Mais par si exemple. vous êtes tous les commerçants, faites un guide sur la ville. C'est tout ce qu'on vous demande. Vous êtes commerçant, vous parlez au nom de tous les commerçants. Vous croyez qu'on va faire nos courses où? Vous parlez au nom de tous les commerçants. Vous vous prenez pour qui, Madame Lebouc? Et vous êtes qui? Moi, je suis choquée par vos propos. Vous iriez discuter avec effectivement certains commerçants qui vous entendraient. Eh bien, vous verrez. Ah bah, je peux Non, mais les commerçants, franchement, et pas que ceux qui sont adhérents. tous les commerçants. C'est pas le retour que nous avons. Ça, vous pouvez dire ce que vous Voilà. voulez. Donc, on avance sur cette question de l'ORT. Exactement. Vous ne représentez vous pas à la commune de faire un guide pour tous les commerçants. Ça sert à quoi une association dans ces cas-là? Bah, je veux savoir. Excusez-moi, monsieur Charlet. Ben, Moi, je j'ai sais connu pas. une association des commerçants qui faisait un guide avec tous les commerces. Ouais. Ils précisaient ceux qui étaient adhérents. Ils avaient Mais on peut pas, au énormément niveau du nombre de d'adhérents. pages, ça nous coûte plus cher. Si vous nous aidiez, on le ferait. Non, mais excusez-moi, arrêtez ça se compte en nombre de pages. Et donc, au nombre ils avaient à l'époque aussi, excusez-moi, des soutiens financiers des chambres de commerce. On n'en a plus. Ah bah voilà. Et vous demandez une commune dont Morson a perdu 38 millions d'euros en 12 ans, vous nous demandez de suppléer ce que les autres ne font pas. Ils l'ont fait pendant 4 ans déjà, pour rien. Mais nous rien sur quoi? Enfin, franchement, c'est votre gagne-pain, c'est pas une association, vous n'êtes pas des bénévoles les commerçants. Vous êtes L'association bien, n'est vous pas mon travaillez. gagne-pain et je ne gagne rien dessus, je vous précise bien. Ne gagne pas de votre commerce, je vous parle de votre commerce. Donc si vous voulez, vous avez décidé d'avoir une association partisane qui est vécue comme telle parmi les commerçants, qui, un certain nombre, ont adhéré pensant que c'était intéressant, etc., en sont repartis et tout. Mais vous croyez quoi? Vous croyez qu'on ne rencontre personne? Pourquoi on ne fait pas comme des maris en nos courses sur Morsan? Voilà, et il y en a qui en ont. Alors il y en a qui ferment leur bouche et qui continuent à y aller, mais franchement, ils ne sont pas du tout contents de ce qui est fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas de moyens. Mais vous n'avez pas de moyens. Et Madame Lebouc, vous avez fait une demande de subvention officielle une fois dans votre vie? Non. Oui, à la non. parce que je sais qu'ils vont monter. Non, non, mais à Morsan, vous n'en avez jamais fait. Non. Le local qu'on met à votre disposition, vous l'utilisez? Oui, c'est le seul chose qu'on et on vient de nous la donner, c'est le seul chose qu'on a. Mais vous l'avez demandé, vous l'avez eu. Hein? Donc, et la subvention, c'est facile de dire vous nous aidez pas. Vous n'avez même pas pour votre association. Je vous ai demandé simplement, je n'ai pas forcément besoin d'argent, je vous ai demandé simplement de l'aide pour la distribution. Et qu'est-ce que je vous ai... Bah si c'est pas de l'argent, faut m'expliquer ce que c'est. Et qu'est-ce que je vous ai expliqué? Que notre contrat avec l'entreprise ne peut pas. Mais depuis, vous auriez pu le changer et nous aider simplement. Et quand ça change, et vous c'était il y a 5 et vous ne voulez pas, non c'était pas il y a 5 ou 6 ans, c'est il y a 2 ans, Non, et non, vous il y ne a voulez des pas solutions, demander ça, de subvention parce que vous voulez pas qu'on regarde vos comptes. Ah pas du tout alors. Bah tiens, non. Moi je les connais les associations qui ne demandent pas de subvention. Hein. Vous savez combien on a juste de quoi payer le guide, hein, c'est tout ce qu'on a. On a juste de quoi payer le guide de l'année prochaine, voilà, donc ça veut dire qu'on doit avoir à peu près 6 000 € dans nos comptes, c'est tout. Bon, j'ai rien à cacher sur les comptes. Moi je vais vous dire, le soutien au commerce ne se qualifie pas simplement par la distribution d'un guide de l'association des commerçants et artisans de la ville, ça c'est beaucoup plus vaste et je suis désolée de vous dire, moi je fais régulièrement le tour des commerces, je vois énormément de monde, après ceux qui ne veulent pas vous en parler, ils ne vous en parlent pas, mais ça c'est pas. On s'est beaucoup éloigné de l'ORT. Marie-Christine. Non mais je vais revenir parce que moi aussi j'ai pas spécialement compris l'intervention de Marianne Duranton. Donc du coup je suppose que la comparaison est faite parce qu'on est dans les communes à vocation résidentielle et d'équipement. Je suppose que c'est ça la comparaison. Mais enfin, et à un moment donné, je veux bien tout entendre, mais enfin, cette ORT elle tient quand même compte d'un certain nombre de critères que l'agglomération défend depuis un certain nombre d'années. Donc une agglomération entre urbain et rural. Voilà. De protection de cadre de vie, enfin voilà, tout ça a été rémunéré. Je le dis parce que, y compris les personnes qui sont dans le public, ne comprennent pas forcément pourquoi la mention est faite que Morsan se retrouve avec Leuville, Longpont, etc. Donc il faut juste peut-être un peu clarifier 2-3 trucs quand même. Et je crois que ce qui est décrit par rapport au territoire, c'est ce qui existe aujourd'hui sur le territoire dans les communes. Enfin, l'agglomération, elle est partie de l'existant. Elle est partie de comment les villes sont construites aujourd'hui sur le territoire, de la façon dont elles sont agencées, aménagées, etc. Et elle ne force aucune commune à mettre en place quoi que ce soit. Donc, je le dis, puisque visiblement, il faut qu'on fasse des comparaisons. Donc, il y a des pôles structurants. C'est pour les villes qui ont une très bonne desserte en transport en commun.
Voilà, il y a Arpajon, Brétigny et Sainte-Geneviève-des-Bois. Quid, par exemple, Saint-Michel va pouvoir péter un câble parce qu'ils ne sont pas là-dedans. Ils ont une gare. Bon, on peut toujours se poser des questions, mais enfin bon. Les pôles structurants complémentaires qui disposent d'équipements, qui ont une activité sur les communes voisines, qui ont beaucoup d'habitants, mais pas d'emploi et de services. Et là, vous avez Breuillet, Aigli, Fleury-Mérogis, Lanorville, etc., etc. Et donc, Morsan, nous sommes dans les communes à vocation résidentielle et d'équipement, communes qui ont pour fonction principale l'habitat, majoritairement résidentiel, qui disposent de peu d'emplois et de services, et leurs actifs vont souvent travailler hors de la zone. Elles sont dotées d'un bon maillage d'équipements de proximité. Donc, nous sommes avec Leville, Lompont, Morsan, Villemoisson et Villers-sur-Orge. Donc il y a un moment donné, on ne peut pas être dans la contradiction permanente. C'est-à-dire que moi, il y a un truc que je ne comprends pas quand on conseil municipaux après conseil municipaux, on défend le cadre de vie de Morsan, qu'il ne faut pas construire à tout va sur Morsan, ou je sais ce qu'on peut entendre, etc. dans tous les conseils municipaux. Quand on dit que Morsan est dans des communes à vocation résidentielle et d'équipement, c'est la réalité. Voilà. Et qu'il y a des équipements de proximité, certes pas assez, et on peut toujours faire mieux, et on peut toujours développer, ça, il n'y a pas de souci. Mais j'ai du mal à comprendre la comparaison du coup des histoires de la ville comparée aux villes de 7000 habitants, etc. C'est pas ça le critère. Le critère, c'est qu'aujourd'hui, on est une ville résidentielle, où il y a un très fort habitat résidentiel. Voilà, c'est la réalité de Morsan. Je ne reprends pas ce qu'Arlette a déjà développé sur la question des différents pôles, qu'il n'y a pas de vrai centre-ville, etc. Peut-être que, voilà, la vocation serait qu'on en ait un, et encore, il faut réfléchir où il se fait, parce que j'aimerais bien qu'on m'explique aussi, mais la comparaison, elle ne tient pas une seule seconde la route, quoi. C'est ça que je voudrais... et c'est là où j'ai du mal, du coup, à comprendre toute l'intervention du préalable, de départ, dans la comparaison qui est faite, en disant, alors, Morsan manque d'ambition. Voilà. Je n'ai pas le sentiment que Morsan manque d'ambition, en tout cas, j'ai plutôt le sentiment... Voilà, j'ai plutôt le sentiment que là, on est plutôt préservé sur un certain nombre de sujets, par rapport justement aux zones d'activité ou à d'autres développements urbains qui pourraient se passer, puisqu'on est clairement indiqué dans un cadre de vie bien particulier qui est celui, je crois, comprendre que tout le monde défend dans ce conseil municipal depuis très longtemps quand même, parce que, ou alors je me suis trompée sur toutes les interventions que j'ai entendues depuis 5 ans au sein de ce conseil municipal. Oui, je vais donc refaire une lecture de texte à Madame Carvalho. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que le constat qui est fait par le texte et la convention qui nous est présentée, par le préambule, c'est de relever que dans la communauté d'Aglo, il n'y a que 4 villes qui font plus de 15 000 habitants, dont Morsan. Et quand on regarde comment les 4 villes sont classifiées, est classé. On voit que Arpajon c'est en dessous, mais c'est un centre, comment dire, de ville par rapport à ce que c'était avant. Et sur la RN20, ça a son histoire. Et que Morsan se retrouve non pas donc dans les premières qui sont à fort caractère commercial, ni dans les à devenir, mais dans le résidentiel. Donc là-dedans, je ne fais que répéter ce que je vous ai dit et ce qui a écrit. Donc c'est pas une analyse personnelle. Et qu'est-ce que je dis? Je dis que ça, c'est dû non pas au constat, c'est pas une nouveauté, que c'est pas un grand événement que de constater ça, c'est dû à la politique que vous avez menée pendant des années, de refus de signalétique pour les commerces, de refus de... Mais si, parce qu'il n'y a pas de centralité, parce que les commerces sont morts, les commerces sont disparus, les commerces qui étaient en centre-ville. Je continue, laissez-moi finir s'il vous plaît. Non, mais ça, on a compris, mais à mon avis, c'est vous qui n'avez pas compris ce qu'était l'ORT. Alors, Emmanuel Pranal. Mais ça, c'est la conséquence, c'est seulement la conséquence de votre politique, madame. Il n'y a pas de fermeture de magasin à Saint-Michel-sur-Orge, il n'y a qu'à Morsan. Alors, Emmanuel Pranal. Sans vouloir faire de cours d'urbanisme, mais juste un fait en fait, c'est que les pôles structurants, les villes avec des pôles structurants sont des villes qui sont desservies en transport. Alors je veux bien que Morsan n'ait pas de politique ambitieuse, etc., mais Morsan ne décide pas encore de où va s'implanter le RERC, même le tram-train qui va peut-être changer les choses d'ailleurs dans Morsan. Donc là peut-être effectivement qu'il y a une réflexion autour de cette centralité, mais on n'est pas maître des infrastructures, que ce soit la desserte de l'autoroute, du RER, enfin voilà, de toutes ces choses-là. On a déjà
on est pas mal équipé. Et effectivement, de par sa configuration, entre Sainte-Geneviève, etc., Morsan a cette vocation de ville résidentielle. Et pour autant, moi je trouve que pour sa strate de 22 000 habitants, enfin 22, voilà, on a à peu près là-dessus, on a quand même préservé relativement notre commerce de proximité. Et une dernière chose, quand on dit qu'on ne fait pas grand-chose sur les commerces, on a quand même défendu des projets communautaires qui servent les commerces, puisque quand on fait de l'aménagement de l'espace public, quand on se bat pour les infrastructures de transport, pour les lignes de bus, etc., c'est bien parce qu'on veut amener des populations, qu'on veut faire du travail de l'espace public, et que donc on sert l'attractivité de Morsan, et que donc on sert aussi son attractivité commerciale de ce côté-là. Donc voilà, moi il faut quand même rétablir les choses, et puis laisser aussi les responsabilités et les compétences de chacun. Même si Morsan peut avoir des politiques ambitieuses en termes d'urbanisme, et ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qu'on appelle ambitieux. Est-ce que c'est ambitieux, c'est construire et effectivement mettre des zones et tartiner des zones commerciales, ou est-ce que être ambitieux, c'est préserver une certaine harmonie entre densité, activité, transport, etc. Voilà, c'est juste ça. Tout à fait. Je pense que tu as complètement raison. Et il ne faut pas se méprendre, hein, quand on dit fort caractère commercial, on ne parle pas du commerce de proximité. Hein. Non, non, on ne parle pas du commerce de proximité. Non, c'est le fort caractère commercial de Sainte-Geneviève, c'est la Croix-Blanche. Excusez-moi. Voilà. Et il y a une gare, et en même temps, voilà. Et en même temps, pour ceux qui sont là depuis très longtemps, l'avenue Gabriel-Péry s'est profondément transformée. Le commerce de proximité, il disparaît au fur et à mesure, à part un peu dans le bas, près de la gare. Bon, les commerces, la diversité des commerces, elle est compliquée. Les agences immobilières, bancaires, etc., etc. Donc, il faut arrêter de penser ou de faire croire que Morsan serait quelque chose d'à part et qu'il n'y a qu'à Morsan qu'on trouverait des difficultés, des commerces de proximité qui partent. Voilà, les seuls qui se sont battus contre l'extension du Lidl, c'est nous. Et on a réussi à avoir une commission qui dise non, la commission départementale. Ils ont fait appel, la commission nationale a donné. Ils construisaient sans permis, hein. Voilà. Ils avaient construit sans permis. On n'avait pas donné notre accord, etc. Donc, moi, je veux bien, mais je trouve que ce qu'a dit Emmanuel résume bien, et je vous propose de nous en tenir là avant de passer au vote. Donc, ceux qui sont pour, à l'unanimité, merci. Nous en avons terminé. Je vous souhaite de passer de bonnes fêtes, en famille et des fêtes amicales aussi. Et vous dis à l'année prochaine.